Le bureau du notaire sentait la cire chaude et le papier ancien. Le soleil de La Rochelle filtrait à travers les persiennes, découpant sur le parquet des lignes claires, trop franches pour ce jour-là. Jeanne, droite malgré ses 82 ans, s'était assise sans rien dire. Ses mains, posées sur son sac noir, tremblaient à peine. Autour d'elle, le monde semblait réduit à 3 visages. Julien, son neveu, costume gris, impatience mal déguisée. Hélène, sa belle-fille, l'air compatissant mais absent. Et Maître Besson, le notaire, la voix grave et le ton professionnel de celui qui s'apprête à lire un verdict. Il feuilleta lentement un dossier, ajusta ses lunettes. L'horloge, sur le mur du fond, battait une seconde après l'autre, obstiné comme un rappel du temps qui ne se rattrape pas. Puis, d'un ton neutre, il déclara « Madame Marguerite Léger lègue la maison familiale à son neveu, Monsieur Julien Lefort, et non à sa sœur Jeanne. » La phrase tomba dans l'air comme une pierre dans un puits. Un silence, d'abord, puis un léger murmure, un froissement de papier, une toux nerveuse. Julien baissa les yeux. Hélène serra sa pochette un peu trop fort. Jeanne, elle, ne bougea pas. Elle entendit la phrase se déposer à l'intérieur d'elle, lentement, douloureusement, comme un encre noire sur un tissu clair. La maison familiale, celle où elle avait grandi, celle qu'elle avait entretenue pendant plus de 60 ans. Chaque tuile, chaque volet repeint, chaque facture payée portait sa trace. Et pourtant, tout cela venait d'être effacé d'une ligne. Maître Besson reprit, sans s'interrompre. Ce legs est établi par testament holographe, daté et signé, conservé sous pli cacheté. Le document exprime la volonté explicite de la défunte. La volonté de la défunte. Ces mots lui arrachèrent un souffle. Marguerite, sa cadette, son unique sœur, celle qu'elle avait veillée quand elle toussait la nuit, celle qu'elle avait hébergée chaque été pour respirer l'air de la mer. Jeanne n'avait jamais rien demandé, sauf qu'on respecte la mémoire de leurs parents. Et voilà qu'on lui enlevait la maison, comme on efface un prénom du marbre. Le notaire s'interrompit, prit un autre dossier, et, comme si le hasard lui-même ajoutait une blessure, fit glisser sur la table une enveloppe scellée. Un papier épais, jauni, au centre duquel on pouvait lire, d'une écriture penchée, à ouvrir après lecture officielle. Jeanne reconnut tout de suite la main de Marguerite. Cette écriture nerveuse, un peu fière, où le M se prolongeait comme une vague. Elle sentit son souffle se raccourcir. Maître Besson ajouta calmement. « Madame Léger a souhaité que cette lettre vous soit remise en main propre, Madame Jeanne. Elle pensait que certains mots devaient rester hors du cadre juridique. Hors du cadre juridique. » Le mot « hors » résonna, comme si, dans ce qui venait d'être lu, il manquait l'essentiel. Le cœur, l'histoire, la vérité. Jeanne prit l'enveloppe. Ses doigts, fins et noueux, tremblaient un peu. Le papier était tiède, presque vivant. Elle le garda sur ses genoux, sans l'ouvrir encore. L'instant avait quelque chose de solennel et d'indécent à la fois. Julien, mal à l'aise, tenta de rompre le silence. « Tata, tu sais, tante Margot voulait simplement que tout soit clair. Elle m'a confié que tu étais fatiguée, que ce serait plus simple si... »« Si quoi ?» interrompit Jeanne sans hausser la voix. « Si je disparaissais des papiers ?» Il baissa la tête. Hélène, elle, posa sa main sur le bras de Jeanne. « Ne vous faites pas de mal, Jeanne. C'est juste un choix. »« Un choix ?» répéta-t-elle doucement. « Oui, le sien, et sans doute aussi un peu le vôtre. » Maître Besson intervint, embarrassé. « Madame, je comprends votre émotion. Mais ce testament est, pour l'instant, valide en droit. Si vous souhaitez contester, il faudra réunir les anciens actes. Peut être que... » Il hésita puis ajouta « peut être que certaines vérités se trouvent dans les papiers du passé. » Elle releva la tête. Son regard s'arrêta sur l'enveloppe. Les mots écrits dessus semblaient la regarder en retour. Elle se leva lentement, s'appuya sur la table. « Je la lirai plus tard, » dit-elle. « Chez moi. » Et sans ajouter un mot, elle quitta la pièce. Dehors, le vent du large fouettait les pavés. Les mouettes criaient au-dessus du vieux port. La Rochelle gardait son calme, comme si rien n'avait bougé. Mais Jeanne, elle, sentait tout vaciller. La lettre pesait dans son sac comme un secret trop chaud. En rentrant, elle s'arrêta un instant devant la maison. La façade grise, les volets verts, le banc sous le figuier, tout était là, immobile, familier.
Et pourtant, elle se sentit étrangère à ces murs. Marguerite lègue la maison à Julien. Ces mots revenaient, mécaniques, comme une pendule trop ponctuelle. Dans le salon, elle posa son sac, alluma la lampe et sortit l'enveloppe. La cire, rouge sombre, portait encore l'empreinte d'une bague, celle que Marguerite portait toujours, l'anneau d'ambre hérité de leur mère. Jeanne hésita. Puis, d'un geste lent, elle brisa le sceau. Une unique feuille. Quelques lignes écrites à la main, sans salut ni signature finale, comme une confidence interrompue. Jeanne, ne m'en veux pas. J'ai dû réparer une faute ancienne. Je n'ai jamais su te le dire. Pardon pour la forme. Tu comprendras le fond. Marguerite. Jeanne relut la lettre plusieurs fois. Réparer une faute ancienne. Les mots la frappèrent, précis et opaques. Quelle faute? Pourquoi ce ton? Pourquoi ce besoin de réparer en effaçant? Elle resta debout, la feuille entre les doigts. Autour d'elle, la maison semblait retenir son souffle. Elle regarda le buffet de bois, la photo de leurs parents, le vase de porcelaine que Marguerite lui avait offert un été. Tout cela lui parut soudain déplacé, comme si chaque objet appartenait à quelqu'un d'autre. Alors, lentement, elle posa la lettre sur la table, sortit son vieux carnet de cuir, celui où elle notait les comptes, les rendez-vous, les souvenirs. Et sous la date du jour, elle écrivit d'une main ferme. « Aujourd'hui, ma sœur m'a déshéritée, mais je crois que ce n'est pas d'argent qu'il s'agit. Quelque chose, derrière ce papier, attend encore d'être dit. » Puis elle referma le carnet. Le silence, autour d'elle, prit la forme d'une promesse, celle d'une vérité enfouie. Le passé de Jeanne s'étendait comme un linge ancien, usé par le temps, mais encore solide. Quand elle repensait aux années d'avant, tout semblait d'une évidence tranquille. La maison, le jardin, l'odeur du linge qui séchait sur la corde, et Marguerite, toujours un peu en mouvement, un peu ailleurs. Elles étaient nées dans cette même maison, à 2 ans d'écart. Leur père, artisan menuisier, y avait bâti son atelier. Leur mère y avait tenu un petit atelier de couture où les voisines venaient faire reprendre un ourlet, raccommoder une robe. Jeanne, l'aînée, avait grandi parmi le fil, les aiguilles, les morceaux de tissu que le vent faisait danser près de la fenêtre. Marguerite, elle, observait, les yeux pleins de rêves. Elle parlait déjà de Paris, de lumière, de liberté. Jeanne, plus raisonnable, restait les mains dans la matière. À 10 à 8 ans, quand leur mère tomba malade, c'est Jeanne qui renonça à tout. Les études, les promenades, la musique. Elle prit les clés de l'atelier, les comptes, les clients. Marguerite alors avait 16 ans. Elle promettait de revenir aider dès qu'elle aurait terminé ses études à La Rochelle. Mais la vie, déjà, tirait dans 2 directions différentes. Elle partit à Paris quelques années plus tard, sans éclat, juste avec ce courage léger des gens qui croient que tout leur appartient encore. Marguerite revenait chaque été, toujours un peu plus citadine, un peu plus pressée. Elle arrivait dans un taxi, chargé de cadeaux, des foulards de soie, du chocolat parisien, des livres à relire dorés lettres, au début, arrivaient chaque semaine. Marguerite racontait les pensions, les théâtres, les couloirs du lycée où elle enseignait le français, sa rencontre avec un certain Henri, un homme élégant, plus âgé. Jeanne lisait, souriait, rangeait soigneusement chaque enveloppe dans une boîte à chaussures. Elle n'enviait pas Marguerite. Elle aimait son quotidien à elle. Les matins frais, où la vapeur du café se mêlait à la sciure de bois, les après-midi passés à repriser, à écouter les cloches de Saint-Nicolas. Elle se disait souvent, chacune son chemin. L'amour, c'est laisser partir sans réclamer. Puis le temps prit racine. Les années s'empilèrent comme des draps pliés, bien ordonnés, mais un peu lourdes à porter. Jeanne resta. Elle paya les factures, refit le toit, repeignit les volets, versa les impôts au centime près. Elle s'occupait aussi de l'atelier, devenu son monde. Les clientes la saluaient, comme on salue une vieille habitude nécessaire. Quand le père mourut, puis la mère, Jeanne resta encore gardienne, mémoire, témoin. La maison, pour elle, n'était pas une propriété, c'était un prolongement de son souffle. Isée. Elle parlait fort, riait trop, racontait les dîners, les réceptions, ses élèves si modernes. Jeanne, pendant ce temps, préparait la chambre d'en haut, les draps frais, les confitures de mûres. Elle se retrouvait au jardin, sous le figuier, où Marguerite disait toujours la même chose. Comme c'est bon de revenir ici.
rien ne change. Et Jeanne, en souriant. La maison t'attend, comme toujours. Elle ne parlait jamais d'argent, ni d'héritage. L'argent avait toujours été une langue étrangère entre elles. Marguerite envoyait parfois un chèque pour l'entretien, disait-elle. Mais Jeanne refusait souvent. Je n'ai besoin de rien. Tant que mes mains tiennent, la maison tiendra aussi. Il y avait entre elles cette tendresse muette, faite de petits gestes plus que de grands mots. Un châle posé sur une chaise. Une tarte laissée au four pour le train du matin. Et quand Marguerite repartait, Jeanne restait à la fenêtre, la main levée, jusqu'à ce que le taxi tourne au coin de la rue. Les années suivantes, les visites se firent plus rares. Les étés de 10 jours devinrent des week-ends de 3. Marguerite s'excusait toujours. Le travail, tu comprends. Jeanne disait oui, toujours oui, parce que pour elle, aimer, c'était comprendre avant d'exiger. Et pourtant, quelque chose, sans qu'elle sache dire quoi, s'était déplacé. Marguerite, à chaque retour, semblait étrangère à ses murs. Elle se promenait dans la maison comme une invitée dans un musée. Elle disait « Tu as bien gardé. Jamais. Tu as vécu. » Mais Jeanne ne lui en voulait pas. Elle se disait que c'était normal. Quand on s'en va, on oublie un peu la poussière du lieu qu'on a quitté. Elle se contentait de ce que Marguerite lui laissait. Des cartes postales, des promesses vagues, et l'impression que malgré tout, elles restaient deux sœurs d'un même monde. Quand les parents moururent, Jeanne ne réclama rien. Le notaire leur remit les papiers, et Marguerite dit « La maison, c'est toi, moi, j'ai Paris. » Et Jeanne crut que tout était dit, qu'une parole donnée valait un testament, qu'une promesse entre sœurs n'avait pas besoin de sceau. Pendant plus d'un demi-siècle, elle vécut ainsi, dans la fidélité tranquille de ceux qui ne demandent rien. Chaque année, elle entretenait la maison comme on entretient une prière. Le toit réparé, le figuier taillé, les volets repeints en verre d'eau. Elle conservait tous les reçus, les lettres, les factures, sans savoir que plus tard, ces papiers deviendraient ses preuves. Elle croyait que l'amour suffisait, que le silence valait reconnaissance. Et surtout, que la fidélité ne se compte pas en actes notariés, mais en saisons vécues sous le même toit. Elle ignorait encore que le silence, parfois, n'est pas la paix. C'est le terrain où germe l'injustice. C'est à partir de ces années-là, après 2010, que le rythme des saisons changea. Les visites de Marguerite perdirent leur constance douce. On n'entendait plus le taxi s'arrêter devant la grille à la fin de juin, ni le claquement joyeux de ses talons sur le dallage du couloir. Elle venait plus tard, parfois en septembre, parfois pas du tout. Et, lorsqu'elle venait, elle n'était plus seule. Elle arrivait désormais avec Julien, son filleul, ce neveu qu'elle avait presque adopté de cœur. Un jeune homme bien mis, costume clair, montre fine, toujours un portable à la main. « Il comprend les papiers », disait-elle, comme si comprendre les papiers était devenu une qualité supérieure à aimer les gens. Julien parlait fort, trop sûr de lui, et Jeanne, polie, le laissait faire. Elle ne comprenait pas tout ce jargon de patrimoine, de succession, de valeurs foncières. Mais elle percevait, derrière les mots, une odeur de chiffres froids, étrangère à la chaleur des souvenirs. L'été, Marguerite restait 2 jours à peine. Elle ne préparait plus les repas ensemble. On déjeunait désormais en ville, au restaurant. Marguerite se fatiguait vite. Julien réglait l'addition, la conversation et même le rythme. Tout semblait organisé. Jeanne, qui aimait les improvisations du cœur, se sentait reléguée à un rôle de décor, celle qui garde les clés. Un jour, dans la cuisine, alors qu'elle versait de l'eau dans la bouilloire, elle entendit leur voix par la fenêtre ouverte. Marguerite et Julien étaient dans le jardin, près du figuier. Leur ton était bas, mais les mots portaient, comme souvent les phrases qu'on ne voudrait pas entendre. « Il faut anticiper, tante Margot. Ces choses-là doivent être écrites. Ta tante Jeanne s'en fiche. Elle n'a jamais voulu posséder. » La phrase, simple, presque tendre, se planta dans Jeanne comme une aiguille oubliée. Elle n'a jamais voulu posséder. C'était faux, mais plus encore, c'était injuste. Elle n'avait jamais voulu réclamer oui, mais de là à dire qu'elle se fichait, les mots de Marguerite la réduisaient à une présence pratique, une gardienne invisible. Ce jour-là, Jeanne eut envie de sortir, de dire quelque chose, de rappeler toutes les années, les factures, les hivers passés à réparer la gouttière seule. Mais elle resta immobile, le torchon à la main, le cœur battant trop fort. Elle savait qu'en sortant, elle ne pourrait pas parler sans trembler,
et elle voulait garder sa dignité. Quand ils repartirent, elle rentra dans le salon, s'assit à la table de bois et resta là longtemps. Le soir tombait. La maison avait ce silence lourd des après-visites. Les tasses encore tièdes, les coussins déplacés, le parfum d'un autre. Elle regarda la nappe, puis les volets. Rien n'avait bougé, et pourtant tout lui paraissait décalé. Elle se sentit soudain étrangère dans la maison qu'elle avait tenue debout. Le lendemain, elle prit une décision modeste mais ferme. Elle sortit du buffet un vieux cahier à couverture cartonnée, celui où elle notait autrefois les recettes et les dates d'entretien. Elle arracha les premières pages et écrivit au feutre bleu, sur la couverture, « Carnet des choses que je ne veux plus oublier ». Et à l'intérieur, sur la première ligne, elle nota « Quand on commence à parler de vous à la troisième personne, c'est qu'on prépare votre absence ». Les jours suivants, elle observa. Elle écouta. Julien revenait souvent seul pour aider tante Margot avec les papiers. Il consultait le notaire de la famille, posait des questions sur les titres de propriété, sur les frais de succession. Jeanne n'intervenait pas, mais elle notait tout dans son carnet. La date, l'heure, le ton des phrases, les prénoms glissés dans les conversations. À mesure qu'elle écrivait, elle sentait quelque chose se solidifier en elle. Non pas la colère, mais la lucidité. Une lucidité froide, presque administrative. Celle qu'on acquiert quand on comprend qu'on n'a plus le choix entre se défendre et disparaître. Elle se mit aussi à ranger ses papiers, les quittances, les lettres anciennes, les relevés de taxes. Chaque feuille qu'elle classait était une façon de réaffirmer son existence dans la maison. Une preuve silencieuse, une signature invisible. Le soir, avant d'éteindre, elle relisait ses notes. Entre les lignes, elle découvrait un fil qu'elle n'avait pas voulu voir. L'affection de Marguerite se déplaçait vers le confort de la simplification. Et la simplification, dans leur famille, avait toujours signifié effacement. Un jour, elle écrivit cette phrase dans la marge. « Quand les vivants parlent du futur comme d'un dossier, c'est qu'ils ont déjà classé les cœurs. » C'était sa manière à elle de ne pas sombrer, de faire de l'écriture une résistance muette. Chaque mot était un clou de plus dans la charpente de sa mémoire. Et quand, l'hiver suivant, Marguerite appela pour lui dire qu'elle ne viendrait pas à cause de la fatigue et de la paperasse, Jeanne ferma doucement le carnet et murmura, sans amertume. « Ce n'est rien. La maison l'attendra, comme toujours. » Mais cette fois, dans sa voix, il y avait une nuance nouvelle. Non plus la fidélité, mais la vigilance. Ce fut un matin gris de février que l'injustice prit forme de papier. La nouvelle arriva sans fracas, portée par un courrier recommandé. Une convocation à la lecture du testament de Marguerite, décédée quelques semaines plus tôt. Jeanne, figée devant l'enveloppe, la tourna plusieurs fois dans ses mains avant de l'ouvrir. Elle s'attendait à un mot, une phrase d'adieu, quelque chose de fraternel. Mais il n'y avait que le sceau administratif, les signatures, la date du rendez-vous. Le reste, elle le découvrirait dans le bureau du notaire parisien que Marguerite avait choisi un nom qu'elle ne connaissait même pas. Le jour venu, elle prit le train de La Rochelle à Paris, seule, avec son vieux sac de cuir et une écharpe tricotée par sa sœur des années plus tôt. Le trajet fut long et silencieux, rythmé par le bruit métallique des rails. Elle regardait défiler les champs sans les voir, un pressentiment lourd au fond du ventre. Un testament, se répétait-elle. Pourquoi un testament nouveau? Nous avions tout réglé, tout dit. Elle n'avait jamais imaginé que la maison puisse être réécrite sans elle. Le cabinet se trouvait dans un immeuble de pierre claire, derrière le Luxembourg. Trop propre, trop moderne, pensa-t-elle. L'assistante l'accueillit avec un sourire rapide, la fit patienter dans une salle où l'odeur de cire se mêlait à celle du papier glacé. Sur la table, il y avait déjà 2 tasses de café. Et face à la fenêtre, Julien, costume sombre, l'air grave, mais pas triste. Il se leva, l'embrassa sur la joue avec une politesse distante. « Tata, je ne voulais pas que tu viennes seule, mais Maître Vallet insistait pour que tout soit fait dans les formes. » Elle hocha simplement la tête. Les formes. Le mot la heurta. Le notaire entra peu après, dossier à la main, geste rapide. Il s'assit, vérifia la présence de chacun, puis commença d'une voix monocorde. Madame Marguerite Léger, décédée à Paris le 17 janvier dernier, a rédigé de sa main un testament holographe daté du 5 septembre 2022, déposé en mon étude.
Il marqua une pause, ajusta ses lunettes et lut « Je sous-signais, Marguerite Léger, lègue l'ensemble de mes droits de propriété sur la maison familiale de La Rochelle à mon neveu, M. Julien Lefort, en reconnaissance de sa présence fidèle et de son aide dans mes affaires. Ce legs annule toute disposition antérieure. » Jeanne sentit ses doigts se raidir sur l'accoudoir. En reconnaissance de sa présence fidèle. Elle aurait ri si la phrase n'avait pas été si sèche. Julien, fidèle? À quoi? À la facilité sans doute. Elle, en revanche, avait été présente toute une vie, mais d'une fidélité silencieuse, sans contrat, sans témoin. Le notaire poursuivit la lecture, mais elle n'entendait plus rien. Le monde se rétrécissait autour de cette seule phrase. Quand il referma le dossier, il sortit une petite enveloppe scellée. « Madame Léger a laissé une lettre à votre attention, Madame Jeanne. Elle souhaitait que vous en preniez connaissance après la lecture. » Il posa l'enveloppe sur la table, comme on dépose un verdict. Jeanne la prit avec précaution. L'écriture de Marguerite la foudroya, penchée, vive, reconnaissable entre toutes. Elle hésita quelques secondes, puis glissa l'ongle sous le rabat. Une seule feuille, fine, soigneusement pliée. Quelques lignes seulement. « Ne m'en veux pas, Jeanne. J'ai dû réparer une faute ancienne. Je n'ai jamais su te le dire. Pardon pour la forme. Tu comprendras le fond. Marguerite. » Jeanne relut la lettre plusieurs fois, lentement, comme si les mots allaient se modifier d'eux-mêmes. Réparer une faute ancienne. Cette phrase la transperça de part en part. Quelle faute? Quelle dette imaginaire? Et pourquoi fallait-il qu'elle soit effacée au prix de sa propre existence? Le silence du bureau devint étouffant. Julien se racla la gorge. « Tata, ne le prends pas mal. Tante Margot pensait que, enfin, que ce serait plus simple, plus juste. Elle voulait équilibrer ce qui avait été fait avant. »« Avant quoi ?» demanda Jeanne d'une voix calme. « Avant ta gestion de la maison, peut être. Elle disait souvent que tu avais eu le beau rôle. » Le beau rôle. Elle, qui avait passé 60 ans à garder la maison debout, à réparer les tuiles, à régler les impôts, à veiller les souvenirs. Le beau rôle, c'était donc celui de l'ombre. Elle se leva lentement, rangea la lettre dans son sac. « Je n'ai pas besoin de comprendre vos raisons, Julien. Ce n'est pas à toi que je demande des comptes. » Elle regarda le notaire. Ma sœur croyait sans doute rendre justice. Elle a seulement confondu réparation et effacement. Et sans un mot de plus, elle sortit. Dans la rue, le vent de février la gifla, vif et salutaire. Elle marcha sans but, la lettre serrée contre sa poitrine, les larmes refusant de tomber. À chaque pas, la phrase revenait, implacable. Réparer une faute ancienne. De retour à La Rochelle, elle posa la lettre sur la table du salon. La maison respirait encore d'elle le craquement du parquet, l'ombre du figuier sur les volets. Elle alluma la lampe, prit une loupe, relut chaque mot. Puis elle écrivit sur son carnet, à la date du jour. Marguerite a écrit qu'elle devait réparer une faute ancienne. Mais la faute, peut-être, n'était pas la sienne. Peut-être était-ce la mienne, celle de lui avoir trop fait confiance. Elle ferma le carnet. Le silence, autour d'elle, semblait prêt à éclater. Mais au fond, elle sentait déjà quelque chose se remettre en marche, une enquête muette, une vérité qui n'aurait rien d'administratif. Car si Marguerite avait voulu réparer, alors quelque part, il existait la preuve du désordre. Et Jeanne, désormais, allait la chercher. La nuit suivante, Jeanne ne dormit presque pas. Le vent frappait les volets comme s'il voulait l'avertir de quelque chose qu'elle savait déjà, qu'il fallait ouvrir les yeux. Vraiment cette fois. La maison respirait autour d'elle, lourde de souvenirs, de secrets, de papiers. C'était dans ces papiers que la vérité dormait, elle en avait désormais la certitude. Au petit matin, elle se leva sans bruit, enfila son vieux cardigan gris, alluma la lampe du salon. Sur la table, la lettre de Marguerite l'attendait, calme et provoquante à la fois, posée à côté de son carnet. Jeanne la relut encore une fois. Les mots avaient cessé de brûler. Ils étaient devenus une énigme, presque une invitation. Réparer une faute ancienne. Alors, elle se mit à chercher. Elle ouvrit les tiroirs, les boîtes, les chemises en carton. Elle savait que leur mère gardait tout, et qu'après sa mort, elle-même n'avait rien jeté. Les années avaient formé des strates. Factures jaunies, lettres d'amour pliées, certificats, police d'assurance, cahiers de compte, tout un monde d'encre et de papier figé dans le silence. Sur chaque feuille, une trace de main,
un bout de leur histoire. Les écritures changeaient, les dates aussi. 1953, 1955, 1958. C'est en tombant sur une chemise à demi, collée par le temps qu'elle trouva ce qu'elle ne cherchait pas vraiment. Un acte de succession, daté du 2 avril 1958, rédigé à la plume. Elle l'ouvrit avec précaution, le cœur battant. En haut de la page, les noms de ses parents, puis le sien, Jeanne Morel, et, plus bas, celui de Marguerite Morel, en plus petit. Elle lut lentement, ligne après ligne, les mots anciens du droit. Donation, reconnaissance, maintien au foyer familial. Et là, en plein milieu du texte, la phrase qui lui coupa le souffle. Donation à Jeanne Morel, en reconnaissance de son maintien au foyer familial. Elle resta longtemps immobile, la main sur le papier, le regard fixe. La lampe faisait trembler la lumière sur la table. À son seul nom. La maison lui appartenait déjà, depuis plus de 60 ans. Non par caprice, mais par reconnaissance. Leur père l'avait voulu ainsi. Lui qui savait combien elle avait renoncé à tout pour que la maison tienne debout, pendant que Marguerite partait vivre sa vie. Elle se souvint d'un soir, en 1958, où son père avait dit, presque honteux, « Ta sœur aura Paris, toi tu garderas la maison. Ce n'est pas un partage, c'est un équilibre. » Et sa mère avait ajouté, « Les papiers le diront, pour que personne ne t'oublie. » Oui, les papiers l'avaient dit, mais Marguerite, sans doute, ne les avait jamais lus. Ou elle les avait oubliés. Ou peu. Être même les avait-elle refoulés, incapable d'accepter que cette maison n'ait jamais été à elle. Jeanne s'assit. Elle sentit la colère venir. Mais ce n'était pas la colère du cœur. C'était celle de l'intelligence blessée. Elle murmura, à voix presque basse, « Le vrai tort, c'est d'avoir cru qu'on pouvait réparer le passé sans le relire. » Marguerite avait voulu rendre justice à une sœur qu'elle croyait favorisée par le hasard, sans savoir que la justice avait déjà été faite et écrite. Elle avait voulu effacer une inégalité inventée et, ce faisant, avait créé une blessure réelle. Jeanne, pour la première fois, comprit que sa sœur n'avait pas agi par méchanceté, mais par mauvaise mémoire. Elle avait oublié le langage du papier, celui qui fixe les choses quand les sentiments s'usent. Elle se leva, prit une respiration profonde et regarda la maison autour d'elle. Chaque objet semblait lui rendre raison. Le buffet, les rideaux, la pendule, tout ce qu'elle avait entretenu, réparé, payé, chaque geste silencieux de ces années prouvait la même chose. Elle n'avait jamais pris, elle avait gardé. Et garder, c'est déjà donné. Elle s'assit de nouveau à la table, déplia le vieil acte de 1958 et le relut encore, ligne par ligne, jusqu'à le connaître presque par cœur. Puis elle alla chercher une pochette en papier brun, une de celles qu'elle utilisait autrefois pour ses relevés de couture. Elle glissa l'acte à l'intérieur, à plat, soigneusement. Sur la couverture, elle écrivit au stylo noir, d'une main ferme, « Preuve de mémoire ». Elle resta un long moment à la contempler. C'était plus qu'un document, plus qu'une arme. C'était la preuve que la fidélité peut aussi s'écrire. Elle pensa à Marguerite, à son visage vieillissant, à ses étés raccourcis, à son regard toujours fuyant quand on parlait du passé. Elle comprit qu'entre elles, tout s'était joué là. L'une écrivait, l'autre effaçait. L'une gardait les traces, l'autre les émotions. Et que, dans la peur d'avoir été injuste, Marguerite avait signé sa propre injustice. Le jour commençait à se lever. Jeanne ouvrit les volets. Le vent marin entra, souleva les papiers. Elle posa sa main sur la pochette, comme pour lui confier une mission. « Tu ne quitteras plus cette maison. Tu es sa vérité. » Puis elle prit son carnet, celui où elle notait tout depuis que la trahison avait éclaté, et ajouta une ligne, nette, sans tremblement. « La maison était à moi depuis 1958. Marguerite a voulu me la rendre. Elle me l'a reprise. » Elle referma le carnet, rangea la pochette dans le buffet, entre la boîte à couture et les photos de famille. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit en elle une paix sèche mais réelle, celle que procure la clarté. Non pas la victoire, mais la compréhension. La maison, désormais, avait reparlé. Le lendemain matin, Jeanne mit sa plus belle écharpe, celle que Marguerite lui avait offerte un été, quand tout allait encore bien, et prit la route du centre-ville. Le ciel de La Rochelle avait cette teinte laiteuse des jours où la mer se tait, et la lumière filtrait doucement entre les nuages.
Elle avait glissé dans son sac la pochette brune, la lettre de Marguerite et son petit carnet noir. Elle savait déjà ce qu'elle allait dire, mais ignorait encore comment les mots sortiraient. Le cabinet de Maître Besson se trouvait derrière la place du marché, dans une maison de pierre claire, avec des rideaux de dentelle aux fenêtres. Le même lieu où ses parents étaient venus signer l'acte de 1958. La même odeur de cire et d'encre bleue. Lorsqu'elle entra, la secrétaire leva la tête avec un sourire de reconnaissance. « Madame Morel, Maître va vous recevoir. » Et dans sa voix, il y avait une nuance de respect, celle qu'on garde pour les noms anciens qu'on a toujours vus sur les registres. Dans le bureau, Maître Besson se leva aussitôt. Un homme de 60 ans passé, au regard clair, au geste lent. « Jeanne, vous n'aviez pas remis les pieds ici depuis longtemps. »« Depuis la mort de mes parents, répondit-elle doucement. Je me souviens de votre père. Il avait cette façon d'expliquer les choses comme s'il sculptait la phrase. Qu'est-ce qui vous amène ?» Jeanne posa la pochette brune sur le bureau, à côté de la lampe à abat-jour vert. Elle hésita un instant, puis dit d'une voix posée. « C'est ma sœur, Marguerite. Elle a refait un testament à Paris. Elle a tout légué à son neveu Julien. Mais elle a laissé cette lettre. » Elle sortit le papier plié, le tendit, et moi, j'ai retrouvé ça. Elle sortit l'acte de 1958, soigneusement protégé dans une feuille plastique. La maison était déjà à mon nom. Je n'avais jamais regardé les papiers, je faisais confiance. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle a voulu réparer une faute qui n'existait pas. Le notaire ajusta ses lunettes, prit le document avec précaution. Le silence se fit, rythmé seulement par le froissement du papier. Il lut lentement, en hochant la tête à plusieurs reprises. Puis il posa la feuille et déclara, d'une voix ferme, « Madame, la maison vous appartient depuis 1958. Cet acte est clair, irrévocable. Le testament de votre sœur est donc sans effet juridique. Mais pour le prouver, il faut reconstruire la chaîne complète, retrouver les enregistrements, les registres fonciers, les signatures notariales. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une chaleur discrète. « Vous avez eu raison de venir. La mémoire, parfois, a besoin d'un cachet officiel pour redevenir vraie. » Jeanne esquissa un sourire. « C'est elle qui a fait une erreur, maître, pas moi. »« Oui, répondit-il. Mais le droit, voyez-vous, ne corrige pas les erreurs du cœur. Il les éclaire seulement. » Il prit un carnet, nota des références, puis leva les yeux vers elle. « Je vais vous recommander une avocate. Elle s'appelle Maître Desnoyers. Une femme sérieuse, spécialisée dans les successions familiales. Vous verrez, elle a ce mélange de rigueur et de bienveillance que la justice oublie parfois d'enseigner. » Il lui tendit une carte, blanche au nom gravé sobrement. « Contactez-la. Dites-lui que je vous envoie. Ensemble, vous pourrez faire valoir vos droits, et surtout, votre vérité. » En sortant du bureau, Jeanne se sentit étrangement légère. Le vent d'hiver lui fouettait le visage, mais il y avait en elle une forme de clarté calme. Ce n'était pas une revanche, c'était une reprise d'existence. Elle prit un café à la terrasse du coin, sortit la carte du notaire et la posa sur la table. Le nom Desnoyers lui inspira confiance. Quelque chose de solide, d'équilibré. Elle composa le numéro, obtint un rendez-vous pour la semaine suivante. Quelques jours plus tard, elle entra dans un petit cabinet moderne, aux murs tapissés d'étagères remplis de dossiers. Maître Desnoyers, la quarantaine, cheveux relevés, regard vif, l'accueillit d'un ton simple. « Installez-vous, Madame Morel, Maître Besson m'a parlé de vous. Il paraît que vous avez un dossier intéressant. » Jeanne posa la pochette brune sur la table. « Je préfère dire un dossier de mémoire. »« C'est encore mieux, » répondit l'avocate en souriant. Elles passèrent plus de 2 heures ensemble. Jeanne raconta tout. La maison, la vie, le départ de Marguerite, les visites, la lettre, le testament. L'avocate notait, sans interrompre, hochant parfois la tête, interrogeant les dates. Quand Jeanne sortit enfin l'acte de 1958, Maître Desnoyers resta silencieuse un long moment. Puis elle dit simplement, « Ce document vaut de l'or. Il raconte votre histoire sans avoir besoin d'un juge. » Elle prit un ton plus technique. « Nous allons tout reconstituer. L'acte original, l'enregistrement au bureau des hypothèques, les successions intermédiaires. Si le testament de votre sœur contredit un titre déjà acquis, il sera annulé, c'est le droit. Mais au-delà,
C'est la cohérence du passé qui doit être restaurée. Jeanne acquiesça lentement. Je veux juste que la vérité soit claire, que Marguerite repose sans faute. Alors nous allons écrire cette clarté, répondit maître Desnoyers. Le droit, madame, c'est aussi une manière d'écrire la mémoire. Les semaines suivantes furent faites de classements, de photocopies, de courriers recommandés. Chaque document trouvait une quittance, un acte, une signature venait s'ajouter à cette fresque juridique qu'elle reconstruisait à deux. Jeanne découvrait, fascinée, la précision du droit, un langage patient, où chaque mot a son poids, chaque date sa vérité. Le soir, en rentrant, elle rangeait ses papiers dans un dossier neuf, bien ordonné. Sur la couverture, elle colla une étiquette. La maison dossier de justice et de mémoire. Et chaque fois qu'elle le feuilletait, elle sentait moins la blessure. Parce qu'à présent, ce n'était plus une injustice. C'était une histoire réécrite, prouvée, signée. Un murmure d'émotion parcourut les bancs. Maître Desnoyers posa sa main sur celle de Jeanne, discrètement. Le juge hocha la tête, pensif. Je crois que tout est dit. Il prit quelques notes, consulta rapidement les pièces, puis referma le dossier avec un geste précis. Le tribunal constate que le testament holographe du 5 septembre 2022 est nul et non avenu, car contraire à un acte antérieur ayant pleine valeur légale. La propriété de la maison 6 rue du Figuier, à La Rochelle, revient intégralement à Madame Jeanne Morel. Mention rectificative sera portée au registre foncier dans le mois. Il marqua une pause, puis ajouta, presque avec bienveillance. Et qu'il soit dit, pour mémoire, que certaines vérités se conservent mieux dans les gestes que dans les signatures. Le marteau tomba. L'audience était close. Dans la salle, le silence pesa comme une reconnaissance muette. Julien resta debout, les lèvres tremblantes. Son avocat rangeait les papiers sans un mot. Jeanne, elle, ne bougea pas tout de suite. Elle fixait le bureau du juge, la lettre toujours visible sous la lampe. Ce n'était pas un triomphe, c'était un apaisement. Le droit venait de rendre à la mémoire son contour juste. Maître Desnoyers se pencha vers elle. « C'est fini, Jeanne, vous avez gagné. »« Non, » répondit-elle doucement. « J'ai simplement retrouvé ce que j'avais toujours eu. » Elle se leva, serra la main du juge avec lenteur, puis sortit, la pochette brune contre elle. Dehors, le vent de l'Atlantique soufflait fort. Sur le parvis du tribunal, elle s'arrêta un instant, leva les yeux vers le ciel gris et inspira profondément. Le froid mordait ses joues, mais un sourire discret naquit sur ses lèvres. Elle pensa à Marguerite, à leur enfance, à leurs étés, à leur silence. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit plus de colère, seulement une gratitude tranquille, celle d'avoir pu remettre la vérité à sa place, sans éclat, sans cri, avec la seule arme qui vaille la preuve. Le vent rabattit ses cheveux blancs sur son front. Elle les repoussa et, en descendant les marches, murmura pour elle seule. La justice n'a pas besoin de bruit. Elle a juste besoin d'un papier vrai et d'une main ferme. La nouvelle du verdict se répandit dans le quartier comme une rumeur discrète qu'on échange à voix basse entre deux cafés. Personne n'osa féliciter Jeanne tout de suite être parce qu'on savait que cette victoire-là avait coûté trop cher pour être célébrée. La justice, quand elle passe, laisse toujours un peu de poussière derrière elle. Julien, lui, quitta La Rochelle dès la semaine suivante. Il avait tenté, un soir, de l'appeler, mais la conversation avait tourné court. Sa voix tremblait d'un mélange d'orgueil blessé et de remords mal placés. « Tata, je ne voulais pas te faire de mal. Tante Margot croyait bien faire ?»« Je le sais, » répondit Jeanne calmement. « Mais on ne répare pas une erreur en effaçant une vie. » Il resta muet quelques secondes, puis lâcha simplement. « Je pars. Paris m'appelle pour un poste. Peut être qu'il vaut mieux tourner la page. » Et la ligne coupa. Elle sut alors que la blessure entre eux ne guérirait pas tout de suite, peut être jamais. Quelques jours plus tard, un bruit de sonnette la tira de sa sieste. Elle alla ouvrir. Sur le perron, Hélène, la belle-fille, se tenait droite, un bouquet de lys blanc dans les bras. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, semblaient adoucis, presque humbles. « Je ne viens pas pour parler du procès, » dit-elle d'une voix basse. « Je viens pour vous dire que je crois qu'on ne vous a jamais vraiment regardé. » Jeanne resta silencieuse un instant, le regard posé sur les fleurs. Les lys embaumaient la véranda d'une odeur pure, presque religieuse. Elle les prit sans un mot, hocha doucement la tête. « Merci, Hélène.
Ce n'est pas grave. J'étais là, même quand on ne me voyait pas. Hélène sourit tristement, serra ses mains, puis s'éloigna sans ajouter un mot. Le portail claqua doucement derrière elle. Le soir même, Jeanne plaça le bouquet dans un grand vase de faïence bleue, celui qui appartenait à sa mère. Les fleurs se dressaient droites, comme des témoins silencieux de cette étrange paix retrouvée. Les jours suivants, les voisins commencèrent à venir. Madame Rivière, la vieille boulangère, passa la première. « Ah, Madame Jeanne, j'ai lu ça dans le journal. Vous avez eu raison, votre sœur aurait dû vous écouter. » Puis, le facteur, un jeune homme qu'elle connaissait à peine, « C'est beau ce que vous avez fait. Vous êtes restée droite. » Chaque mot lui paraissait sincère, mais un peu étranger aussi. Elle souriait, remerciait, offrait un thé. Mais au fond, elle savait que cette reconnaissance-là ne la consolait pas. Elle ne voulait pas être admirée, seulement comprise. Un soir, assise à sa table, la maison plongée dans le calme, elle reprit son carnet. La lampe diffusait une lumière douce, presque dorée. Elle ouvrit le cahier à la page suivante et écrivit lentement. « Je n'ai pas gagné une maison. J'ai retrouvé la mienne. » Elle referma le carnet, posa son stylo, puis regarda autour d'elle. Les murs semblaient respirer à nouveau. Plus aucun papier, plus aucune menace ne pendait sur eux. Seulement la paix, ce silence juste, après les tempêtes du droit et de la mémoire. Avant de se coucher, elle rangea la pochette brune dans le buffet, entre un cahier de couture et la photo de ses parents jeunes, prise un été de 1948. Sur la photo, son père souriait, sa mère tenait Marguerite et elle par les épaules. 4 visages, unis, confiants, avant que la vie ne commence à séparer. Jeanne posa un doigt sur la vitre du cadre et murmura « Tout est à sa place maintenant ». Puis elle éteignit la lampe, laissant la lumière du dehors glisser doucement sur les murs, comme une main qui pardonne. Vivante. ChatGPT said. Le printemps revint à La Rochelle avec une lumière claire, presque neuve. Le jardin de la maison, celui qu'elle avait tant entretenu, se couvrait de violettes. Jeanne s'y promenait chaque matin, lentement, sans rien attendre. Depuis le verdict, tout semblait redevenu simple, presque paisible. Le craquement des volets, le balancement du figuier, le cliquetis des assiettes dans l'évier, mais quelque chose, au fond d'elle, avait changé. Elle ne se sentait plus gardienne, mais dépositaire. Un après-midi de mai, elle appela Maître Besson. « Je voudrais vendre une partie du terrain, celui du fond, là où plus personne ne va. »« Vendre ? Vous voulez quitter la maison ? » ?»« Non. Juste en donner un morceau pour qu'elle continue à vivre autrement. » Quelques semaines plus tard, elle rencontra une responsable d'une petite fondation locale qui soutenait les jeunes artisanes. C'est là que lui vint l'idée, créer une bourse pour jeunes couturières, en mémoire de Marguerite. Non pas pour réparer, mais pour transmettre. Elle voulait que ce qu'il avait déchiré serve à bâtir quelque chose. Le jour de la signature, dans le bureau du notaire, elle posa ses lunettes et dit doucement « Ce terrain a vu 2 sœurs s'aimer, s'éloigner, puis se retrouver dans le silence. S'il peut aider d'autres jeunes femmes à tenir leur fil, alors il aura eu du sens. » Maître Besson hocha la tête, ému. « Vous transformez la justice en héritage, Madame Jeanne. Peu savent le faire. » Quelques mois plus tard, Jeanne quitta la grande maison. Pas par fuite, par apaisement. Elle conserva seulement quelques meubles, son carnet et bien sûr la pochette brune. Elle trouva un petit appartement clair, au 3e étage d'un immeuble face au port, avec une fenêtre donnant sur les mâts des bateaux. La mer l'apaisait. Elle disait souvent « Ici, le vent ne juge personne ». Ses journées s'organisaient avec la douceur d'un nouveau rythme. Le matin, elle descendait au marché, saluait les marchands, s'arrêtait au café du coin, prenait son petit noir, lisait le journal. Puis elle allait jusqu'aux ateliers de couture de la rue Saint-Nicolas, où une dizaine de jeunes femmes apprenaient le métier. Elle s'asseyait dans un coin, observait les doigts qui piquaient l'aiguille, les tissus qui prenaient forme. Elle l'appelait Madame Jeanne avec respect et tendresse. Elle ne donnait pas d'ordre, elle écoutait, corrigeait parfois un geste, un ourlet, une ligne. Sa présence suffisait à apaiser les maladresses. Parmi elles, une jeune fille, Elina, curieuse et vive, la questionna un matin. « Madame Jeanne, pourquoi vous tenez toujours ce vieux dossier sur vos genoux ?» Jeanne sourit, posa la main dessus. « Parce qu'il contient la preuve qu'on peut réparer sans détruire. » « Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? » « Des papiers, des lettres et une maison entière,
en quelque sorte. Elina éclata de rire sans comprendre vraiment, mais elle garda la phrase dans un coin de sa mémoire. Ce jour-là, Jeanne sut que le poids du dossier n'était plus celui du combat, mais celui de la transmission.